Bonjour tout le monde, alors bienvenue donc sur ma chaîne YouTube, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler du compartiment des small caps, je vais vous donner les raisons pour lesquelles il faut s'intéresser aux small caps. Donc je vais vous parler des avantages et aussi des inconvénients. Et dans la vidéo vous verrez qu'il y a un argument massu dont je vais vous parler et qu'on n'entend pas souvent. Et pour moi c'est vraiment un argument majeur qui va militer pour l'investissement dans les small caps. Donc il y aura une autre vidéo dans quelques semaines qui fera le point donc sur les niveaux de valorisation des small caps VS par rapport donc au large cap. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Alors pourquoi investir dans les small caps? Alors déjà, qu'est-ce qu'une small cap? Alors la définition de small cap va varier en fonction des pays. Aux États-Unis, on parle de small cap lorsque la société va avoir une capitalisation boursière sous 2 milliards de dollars. Nous, sur la bourse parisienne, on va dire que les small cap, moi je considère qu'une société est une small cap lorsque sa capitalisation boursière ou sa valorisation boursière, on va dire, est inférieure à 250-300 millions d'euros. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients des small cap VS par rapport donc au large cap? Alors, premier avantage, la surperformance sur le long terme. Lorsqu'on regarde donc la performance annualisée donc sur les 30 dernières années, entre 1990 et 2020, eh bien on voit que les large cap ont réalisé une performance annualisée de 6,6%. Alors que les small cap, c'est une performance, ça réalise une performance donc de 8%. Alors après, sur les 4 dernières années, ça c'est un peu compliqué, on y revient. Mais en tous les cas, là, sur les 30 dernières années, entre 1990 et 2020, les small cap réalisent une meilleure performance que les large cap. Donc la sous-performance des small cap, alors justement, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc les small cap ont surperformé, on va dire, là sur les 15 dernières années, elles ont surperformé entre 2009 et 2017. 2017, on voit qu'elles sous-performent. Durant le Covid, elles vont surperformer et c'est vrai que depuis 3 ans, depuis 2021, elle sous-performe par rapport au large cap, par rapport, donc l'indice small cap va sous-performer par rapport à l'indice CAC 40. Donc si on regarde les performances donc des small cap de l'indice, enfin du CAC 40, de l'indice CAC Mid Small et de l'indice CAC Small, en 2020, donc, on voit que le CAC finit en baisse, donc année du Covid, il finit à -7, le CAC Small finit à +7, 2021, le CAC rebondit, le CAC Small, on va dire, réalise une moins bonne performance, mais ça reste quand même des performances excellentes. 2022, donc guerre en Ukraine, période de forte inflation, on voit que les valeurs, les Small vont beaucoup plus souffrir que les valeurs du CAC 40, puisque là, le CAC Small perd 19,6%. Le CAC perd 9,5%. Et 2023, période de forte remontée des taux. Le CAC Small baisse de 2,7%. Même il a été en baisse, je crois, de 15% à un certain moment. Je crois, fin septembre, il était à -15. Il a eu un petit effet de rattrapage en fin d'année donc pour le CAC Small. Le CAC 40 donc surperforme largement en 2023 à plus 16,5%. Donc sur les 3-4 dernières années, le CAC Small sous-performe par rapport au CAC 40 et on va dire que le CAC Mid Small, alors le CAC Mid Small, c'est un mélange, enfin c'est, on va dire ça regroupe les sociétés qui ont des capitalisations donc on va dire mid, on va dire au-dessus des 300, entre 300 et 1 milliard, 1,5 milliard. Donc ça c'est pour la bourse parisienne. Le constat donc de cette surperformance des small cap par rapport au large cap, on peut le voir, il est similaire un peu dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et la sous-performance des small cap, on peut aussi la voir sur les 3 dernières années, que ce soit en Europe ou aussi aux États-Unis. Là, on le voit en performance annualisée. L'indice, enfin le MSCI Europe Small Cap réalise une meilleure performance, 8,7% contre 8,1%. Sur les 10 dernières années, sur les 10 ans, c'est la même chose. Et par contre, on voit que sur les 3 dernières années, on voit que l'indice Small Cap Europe, l'indice MSCI Europe Small Cap, sous-performe largement par rapport au MSCI Europe. Donc, surperformance des Small Cap par rapport au Large Cap.
Alors, autre avantage des small caps par rapport aux big cap, alors vous allez voir, hein, les small caps ne présentent pas que des avantages. Eh bien, c'est vrai que les petites sociétés donc, vont présenter des perspectives de développement, vont présenter des perspectives de croissance beaucoup plus importantes que les grosses sociétés, par exemple du CAC 40. C'est vrai que quand une société réalise un chiffre d'affaires de 20, 30, 40 milliards, c'est quand même pas évident de faire décoller son chiffre d'affaires, alors quand on est une petite société qui vient de lancer un produit innovateur ou qu'on vient, de s'introduire en bourse et qu'on a un peu, on a de fortes ambitions, eh bien c'est vrai que ces petites sociétés donc qui vont réaliser des chiffres d'affaires de 10 ou 20 millions, eh bien c'est vrai que là c'est beaucoup plus facile pour ces sociétés de faire de la croissance, même de croître, et donc ces sociétés donc vont présenter des taux de croissance, les small caps vont présenter des taux de croissance beaucoup plus importants. Et par exemple, on peut le voir avec Eurofins. Alors Eurofins, aujourd'hui, c'est une société donc, qui réalise un chiffre d'affaires de 6,7 milliards d'euros. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, Eurofins était aussi une small cap. Donc la société a été fondée en 87. À l'époque, elle réalisait un chiffre d'affaires de quelques millions d'euros. Vous admirez d'ailleurs la forte création de valeur pour les actionnaires. C'est vrai que la société a beaucoup grossi à force de petites acquisitions qui ont toujours été très bien intégrées. Et regardez le cours, regardez le cours. Alors c'est vrai que là il y a eu le Covid, l'effet Covid, on a eu vraiment une grosse poussée du chiffre d'affaires et de leur rentabilité. Et depuis, le chiffre d'affaires est mal orienté justement là maintenant dans la période après Covid. Mais il y a tout lieu de penser qu'Eurofins, avec son savoir-faire, devrait retrouver le chemin de croissance d'ici en 2024, voire 2025. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier qu'avant qu'Eurofins soit dans le CAC 40, eh bien, c'était une small cap. Donc, autre avantage des small caps, c'est leur adaptabilité, pas facile à dire. Donc, évidemment, c'est plus facile, plus prompt. Elles sont plus promptes à lancer un nouveau produit ou à se restructurer. C'est vrai que lorsqu'on est une grosse société et qu'on doit se restructurer, on doit fermer des usines, etc., c'est compliqué. Alors que quand on est une petite structure, on est beaucoup plus agile. Autre avantage, c'est vrai que dans les small caps, on va trouver de nombreuses sociétés familiales. Et il a été démontré que les sociétés, que les titres, donc les sociétés cotées, des sociétés familiales qui étaient cotées, je vais y arriver, réalisaient de meilleures performances boursières que les sociétés, on va dire, non familiales. Il y a une gestion beaucoup plus prudentielle, notamment en termes d'acquisition. Et puis surtout, les sociétés familiales connaissent parfaitement le métier de leur société. Quand je vous parlais de capacité d'adaptation, on peut le voir par exemple avec Novacite, Novacite qui était pas loin de la faillite en 2020, fin 2019. Le Covid éclate et la société, je crois qu'elle cotait autour des 0,10 ou 0,2 euros. Tout de suite, grosse capacité d'innovation, ils lancent leur premier test Covid, donc il y a pas mal de buzz autour de ce premier test Covid. Après, ils signent des contrats, ils commencent à dégager du chiffre d'affaires, et puis après, la rentabilité vient, et la société dégage de gros bénéfices. Et là, on voit un cours de bourse qui est multiplié par... qui passe de 0,2 à 14 euros en l'espace de 9 mois. Et ça, ce genre de parcours, vous pourrez le voir que sur les small caps. Il y a un aspect spéculatif qui va être beaucoup plus fort sur les small caps. C'est bien évidemment plus facile de digérer une petite société que de digérer une grosse société. Et on a pu le voir par exemple en 2023, beaucoup d'OPA et je crois qu'il y a eu donc que des OPA que sur des small caps, excepté donc Rothschild. Rothschild, je crois que c'est une capi autour des 4 ou 5 milliards. Et autrement, on a eu alors Majorel aussi qui était assez gros, mais autrement on a eu des opérations essentiellement sur des small caps. Alors moi pour le coup j'étais sur Balio, j'étais sur Biocorp. Biocorp, Pécas, alors c'est vraiment, il y a une prime pas terrible, et puis Groupe Paro, par contre là j'ai eu pas mal de réussites, là le dernier cours était à 2,7, après on a eu une opération à 8,83, vraiment, donc là c'était vraiment une très très belle opération Groupe Paro. Belive aussi, là j'avais une petite ligne. Bon, en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu les dernières opérations qu'on a pu avoir donc sur Euronext, ça concerne essentiellement ou quasiment que les small caps. Donc, autre avantage des small caps, c'est vrai qu'au niveau des bilans, des comptes de résultats, c'est quand même beaucoup plus facile à comprendre. Lorsqu'on regarde les comptes de résultats de Kering, il y a plein de filiales à droite à gauche et tous les 4 continents, il y a des effets de change, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors qu'un bilan comptable de small cap, c'est quand même beaucoup plus facile à lire et à comprendre.
Autre avantage, le management va être plus accessible. C'est vrai qu'on peut rencontrer donc les dirigeants lors des assemblées générales, lors des journées Euroland, lors des journées justement qui sont organisées donc pour rencontrer les dirigeants des sociétés. Il y a aussi autre avantage, c'est que les métiers sont beaucoup plus faciles à comprendre. Et aussi, alors un autre avantage, ou alors ça peut aussi être vécu comme un désavantage, mais ce qu'on va avoir quand même, alors moi c'est un peu ce que je recherche, c'est vrai que ça convient pas forcément à tout le monde, c'est qu'on va avoir quand même beaucoup plus de volatilité et beaucoup plus de sensibilité aux nouvelles. Et c'est vrai que sur les small caps, on peut avoir des news qui peuvent provoquer de gros mouvements sur un titre. Je vous montrerai d'ailleurs quelques parcours de titres là qu'on a pu voir récemment. Et c'est vrai que ces news, alors quand je dis qu'on peut avoir de gros mouvements, ça fait surtout suite à des publications de résultats semestriels ou des publications de résultats annuels. Alors pourquoi je vous parle de semestriels et annuels? Parce que là, c'est là que les sociétés donc vont dévoiler leur rentabilité. Et souvent, à l'issue de ces résultats, enfin souvent, lorsqu'on a des recoveries, ça fait souvent suite à des redressements de rentabilité qui sont annoncés lors des résultats semestriels ou lors des résultats annuels. Donc c'est pour ça que moi, c'est la période des résultats semestriels et des résultats annuels. C'est vraiment une période que je vais suivre de près. Donc quand je vous parlais d'avait une grosse sensibilité par rapport aux news, eh bien c'est vrai que lorsqu'une small cap par exemple va annoncer un gros contrat, donc je vous avais parlé déjà de Memscap, là c'était une session, mais lorsqu'une small cap annonce un gros contrat, eh bien c'est vrai que imaginons si on a une société comme Air Liquide qui annonce un contrat de 10 millions, bon là Air Liquide pour Air Liquide c'est pas grand chose un contrat de 10 millions, mais lorsqu'on a une small cap qui annonce un contrat de 10 millions et que son chiffre d'affaires annuel est avoisine on va dire les 20 millions, ça veut dire que le chiffre d'affaires ça pourrait augmenter de 50% sur l'année d'après, et bien là on peut avoir un gros mouvement sur le titre, on peut avoir une grosse spéculation sur le titre, donc suite à l'annonce d'un gros contrat. Il y a aussi des annonces de session d'un montant important, donc j'ai fait des vidéos sur Memscap, etc. Donc c'est vrai, pareil, si on reprend l'exemple de Air Liquide, alors j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais Air Liquide qui fait une session de 5 millions d'euros, ça va pas beaucoup réagir, le titre Air Liquide va pas broncher. Par contre, si on a Memscap justement qui annonce une session de je sais plus de 7 ou 8 millions d'euros, là tout de suite, ou 3 ou 4 millions, de toute façon il y a l'exemple Memscap plus tard, et bien là derrière vous pouvez être sûr qu'on aura une grosse réaction sur le titre, donc c'est pour ça que donc on a plus de volatilité, c'est vrai, alors ça peut être perçu aussi comme un désavantage, et donc plus de sensibilité aux nouvelles, mais c'est vrai que ça va nécessiter quand même beaucoup plus de suivi, donc si on veut performer dans les small caps. Ce qu'on peut avoir aussi, donc quand je vous disais qu'on avait une sensibilité plus forte au niveau des nouvelles, c'est aussi, ça va concerner aussi les biotech, parce que lorsqu'une biotech annonce un partenariat avec une pharma, généralement, donc une biotech, c'est une petite capitalisation, et quand on annonce donc un partenariat avec une pharma big cap, donc ça veut dire que la biotech va encaisser des upfront et pourrait encaisser des milestones. Donc des upfront, c'est une trésorerie qui est tout de suite donnée donc par le partenaire, donc par la pharma, et bien derrière tout de suite on a une rentrée de trésorerie et puis potentiellement d'autres milestones, donc d'autres éventuelles hypothétiques rentrées futures de trésorerie, et bien donc les milestones, et bien derrière ça peut faire vraiment remuer un titre. Et justement, tout à l'heure, je vous parlais d'un argument massu qui militait justement pour le fait de s'intéresser au small cap. C'est que nous, en tant qu'investisseurs individuels, on va avoir un avantage concurrentiel sur les gérants, sur les analystes, que vous n'aurez pas sur les large cap. Je m'explique. LVMH par exemple. LVMH, donc c'est une société qui est suivie par les analystes du monde entier. Donc il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a des analystes financiers qui vont rencontrer les managements, qui vont faire leurs prévisions à 3 ou 4 ans. Et là, donc les analystes vont pondre leurs analyses. Et là, l'effet de surprise, on va dire, existe. On peut avoir toujours des sociétés qui vont décevoir ou qui vont surprendre agréablement. Mais ces sociétés, en fait, vu qu'elles sont suivies par les analystes du monde entier, on va avoir quand même peu d'effets de surprise. Alors, il faut bien avoir à l'esprit que certaines small caps ne sont pas ou peu suivies, que ce soit par les analystes ou par les gérants. Et par conséquent, eh bien, les surprises vont être plus nombreuses. C'est-à-dire que le jour où, par exemple, on a une société qui est suivie par personne, aucun gérant ne l'a en portefeuille, aucun analyste ne suit la valeur. Si on a une société donc qui publie
de bons résultats, qui publie donc qui annonce un redressement de sa rentabilité et en plus qui met en évidence eh bien une sous-valorisation, eh bien vous serez au même niveau que le gérant ou que l'analyste, c'est-à-dire qu'en fait vous allez pouvoir prendre des titres tout de suite. Et puis ce qui va souvent se passer, c'est qu'en fait il y a des gérants qui même le soir même, eux, vont analyser les résultats, vont vouloir rencontrer les dirigeants une semaine plus tard, etc. Et souvent, on a des sociétés donc qui vont publier de bons résultats. Le titre va décoller, puis après il va un peu dormir, et puis après 1 ou 2 semaines après, les gérants ou les analystes en fait ont rencontré les dirigeants, mais vous avez eu le temps donc d'être positionné, donc vous êtes dans le bateau avant lui ou voire en même temps. Et puis surtout, ce qui se passe, donc on a un titre donc qui publie qui publie donc de bons résultats. La publication, elle est saluée. Et ce qui arrive souvent, c'est que 2-3 semaines plus tard, eh bien, il y a des gérants qui découvrent les résultats, qui découvrent la société puisqu'ils ont rencontré les managements et qui vont commencer à acheter des titres. Hein. Vous allez voir, je vous donnerai quelques exemples. Et donc ça, c'est quand même un avantage, le fait d'avoir un avantage concurrentiel, c'est-à-dire qu'en fait, parfois, vous êtes au même niveau que les gérants ou que les analystes, vous pouvez même rentrer même avant eux, parfois, lorsqu'ils ne suivent plus du tout la valeur. Alors, je vous ai parlé de nombreux avantages sur les small caps, mais il y a aussi des inconvénients, bien évidemment. Donc les small caps, effectivement, elles peuvent être moins liquides. Alors effectivement, lorsqu'on investit dans une small cap, il faut faire attention donc à sa liquidité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus facile d'acheter. Alors sur certaines sociétés, par exemple sur Air Liquide, acheter une ligne de 100 000 euros, ça se fait en 2 secondes. Acheter par exemple une ligne de 100 000 euros de la société Signaux Giro, qui est peu liquide et sur lesquels il y a très peu d'échanges chaque jour. Là, ça va être quand même beaucoup moins évident. Donc attention donc à la liquidité. Faut bien adapter sa ligne par rapport aux capitaux qui sont échangés sur la journée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les carnets d'ordre, alors voilà, il faut bien regarder le carnet d'ordre. Il faut être patient. Faut bien regarder le carnet acheteur-vendeur. Donc j'avais fait une vidéo sur le fonctionnement du carnet d'ordre. Vous la retrouverez sur ma chaîne. Donc voilà, ces sociétés sont moins liquides. Donc c'est facile d'acheter un titre, mais il faut toujours penser à la revente. Donc, il faut vraiment bien adapter la taille de sa ligne par rapport aux capitaux qui sont les capitaux journaliers qui sont échangés sur un titre. Si par exemple vous avez sur certains titres, il peut y avoir 100 000 euros échangés par jour en moyenne, vous n'allez pas rentrer une ligne de 50 000 euros. Il faut vraiment une ligne de 5 000 euros, pourquoi pas. Mais voilà, il faut vraiment faire attention à cette notion de liquidité. On adapte donc sa ligne, la taille de sa ligne par rapport au volume qui sont échangés chaque jour. Parce que c'est toujours facile en plus lorsqu'on a des publications de rentrer sur un titre, on a toujours un pic de volume, mais il faut aussi penser à la sortie et surtout sur certaines small caps donc qui vont être peu liquides. Eh bien, il va falloir faire attention donc, je vous dis, au fonctionnement du carnet d'ordre. Autre inconvénient des small caps, c'est qu'elles sont moins suivies. Alors, c'est bien beau d'acheter une small cap, mais si personne s'y intéresse, eh bien, le titre risque de pas bouger, voire certains vont s'impatienter, donc vont vendre le titre. Donc ça, c'est aussi un des inconvénients des small caps. Mais c'est vrai que des fois, moi, j'ai quelques small caps en portefeuille. Elles sont pas suivies, mais en fait, je m'en fiche parce qu'elles sont peu valorisées et que je sais qu'à un moment ou un autre, alors c'est peut-être dans un mois ou dans un an, je sais que pour certaines valeurs qui sont justement peu liquides et peu suivies, je sais qu'à un moment, il va y avoir un rattrapage, il va y avoir une revalorisation de ces titres. Mais c'est vrai que ça va nécessiter quand même une certaine patience. Donc, autre inconvénient, c'est vrai que les small caps, elles sont vraiment dépendantes des flux, donc des souscriptions. S'il y a des flux, en fait, des flux, donc des sommes d'argent qui arrivent sur les small caps, là, les small caps, on va dire, vont être soutenus. Mais lorsqu'on a des flux sortants, c'est-à-dire quand il y a de l'argent qui quitte le compartiment des small caps, et c'est un peu le cas depuis 3 ans, il y a beaucoup de liquidités qui quittent le compartiment des small caps, et bien derrière, vous avez beau acheter la plus belle small cap, ça va être quand même difficile de performer. Et donc, un autre désavantage, un autre inconvénient, c'est cette dépendance au flux, et on peut le voir sur les derniers mois, regardez, donc on a une décollecte de moins 15, moins 11, on n'a que des décollectes quasiment sur les derniers mois, excepté sur le mois de décembre. Et dans ces conditions, si vous n'avez pas choisi les bonnes small cap, eh bien ça va être difficile de performer.
Et par contre, en 2017, enfin entre 2015 et 2017, on avait vraiment des flux entrants qui étaient nourris. Et ça permettait justement qu'on ait une bonne tendance sur le compartiment des small caps. Et c'est vrai qu'aussi que les small caps cotés, en fait, on va dire, ont pâti du développement du private equity qui, lui, a aspiré, on va dire, pas mal de liquidités. Et du coup, les small caps qui sont cotés sont un peu délaissés pour l'instant, mais il faut bien avoir à l'esprit que dans le private equity, on a des survalorisations, alors que sur les sociétés small cap cotées, on va dire qu'on a plutôt des sociétés qui sont largement moins valorisées que les sociétés du private equity. Alors, autre inconvénient des small caps par rapport au large cap, elles vont sous-performer en marché baissier. Comme on a pu le voir en 2022-2023, on a eu une forte hausse des taux d'intérêt. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est que ces sociétés, les small caps, vont être un peu plus fragiles, surtout pour celles qui ont une rentabilité, on va dire, une faible rentabilité. Eh bien, en fait, dans des marchés en récession, il va falloir privilégier les small caps qui ont l'habitude d'être rentables, qui dégagent de bonnes rentabilités et surtout qui vont présenter une santé financière solide. Et dans des périodes justement où on a des taux d'intérêt élevés, eh bien les sociétés endettées, alors généralement il faut les fuir, mais surtout les small caps, puisqu'on ne sait pas trop, on ne connaît pas trop leur capacité à survivre dans des environnements économiques compliqués. Donc, quand on a des taux d'intérêt élevés, généralement, les investisseurs vont tendance à se délester donc des small caps qui sont endettés, voire qui ont des rentabilités assez aléatoires, pour plutôt après se concentrer leur liquidité sur des leaders de marché. Et donc, dans un contexte économique difficile, c'est ce que je vous expliquais, les large caps qui sont plus liquides en plus, elles vont être plébiscitées par rapport aux small caps, donc dans des marchés baissiers. Ça c'est un fait, dans des marchés baissiers, les small caps vont sous-performer par rapport aux large caps. Autre désavantage qui ne plaide pas justement pour les small caps depuis 2 ou 3 ans, c'est qu'on a pu le voir sur Euronext. Depuis 2 ou 3 ans, on a eu un paquet de daubes qui se sont introduites en bourse. Beaucoup de sociétés liées aux énergies renouvelables, il y a eu pas mal de biotech, pas mal d'arnaques. Et c'est vrai qu'on a eu vraiment de très nombreuses catastrophes en fait. Et surtout, lorsqu'on a eu des bonnes sociétés qui s'étaient introduites en bourse, ces introductions se faisaient sur des niveaux de valorisation complètement délirants. Donc voilà, quand une small cap s'introduit, alors c'est aussi valable sur une large cap, il faut toujours faire attention, en tout cas moi c'est ce que je regarde. Je regarde la valorisation bien évidemment, et puis surtout est-ce que ces sociétés elle est rentable. Et c'est vrai que là sur les dernières années, ça a été vraiment catastrophique les parcours. On a vraiment des titres qui ont fait des moins 70, moins 90 en l'espace d'un an. Donc tout à l'heure, je vous parlais justement que ces small caps étaient beaucoup plus sensibles par rapport aux news, aux publications de résultats. On va regarder quelques exemples. Alors Memscap, j'en ai parlé, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que le parcours de Memscap, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, ils font la session et regardez le parcours de Memscap. C'est un parcours que vous ne verrez pas sur les large caps. Hopscotch, alors Hopscotch j'étais dessus aussi. Hopscotch, moi ce qui m'avait plu à l'époque, c'est que la société donc avait une rentabilité qui s'était un peu dégradée, ça restait une bonne société. Et là en avril 2022, donc ils sortent d'excellents résultats semestriels. Et derrière, moi j'achète le titre là sur Gap haussier. Et derrière, regardez le titre, donc il va grimper, et puis après, il va être redécouvert par des gérants. Et moi, ce que je me souviens d'ailleurs, c'était sur Memscap, ce que je voulais dire, c'est que le titre à 1 ou 2 euros, tout le monde s'en foutait. Et puis à 4 ou 5 euros, on commençait à entendre des recommandations d'analystes sur BFM Business. Visiblement, ils avaient un peu de retard. C'est ce que je vous disais. Vous avez un avantage concurrentiel par rapport à certains gérants, par rapport à des analystes. Parce que je vous dis, Memscap, il y en avait certains qui ne connaissaient pas Memscap, je pense, il y a encore 2 ans. Et là, lorsque le cours était à 3 ou 4 euros ou 5 euros, on nous annonçait un objectif de 6 ou 7 euros. Alors un autre exemple qui a été incroyable, dont je parle souvent, c'est la publication donc des résultats semestriels du titre Budget Télécom. Alors maintenant il s'appelle Mint. C'était en 2016-2017. Donc à l'époque le titre cotait 0,33 euros. Alors moi je le suivais même plus. Alors bien évidemment à 0,33 euros, aucun gérant ne l'avait en portefeuille, aucun analyste ne suivait le titre. Donc la société publie ses résultats semestriels. Donc le titre ouvre à plus 50. Mais ce qui m'intéresse tout de suite dans cette publication, c'est qu'on voit que le titre apparaît vraiment très peu valorisé puisque la société présente un PER autour des 1, c'est-à-dire c'est complètement
ridicule. Donc moi j'achète des titres à plus 100%, j'achète des titres autour des 0,8. Alors d'ailleurs, je crois il y a encore des traces de mes achats sur Twitter. Donc j'achète des titres à cette époque-là. Le titre est en forte hausse. Mais surtout, donc, quel effet de surprise? Vous avez un avantage concurrentiel par rapport à les analystes qui ne suivaient pas le titre. Il n'y a aucun gérant qui ont le titre. Alors, il y en a peut-être quelques gérants qui ont pu en prendre. Mais donc, on a une recovery, on a un titre très peu valorisé. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en plus, le titre, après, il est découvert par les analystes, par les gérants. La société, on va dire, se concentre sur le métier de fournisseur d'électricité. Et donc après le titre décolle véritablement, mais alors ce qui est marrant c'est qu'à 1 euro, 2 euros, personne, aucun gérant, aucun analyste ne suivait le titre, on n'en entendait pas parler, et puis à 3 ou 4 euros, bien évidemment, les analystes arrivent avec leurs sabots, leurs gros sabots, et disent ah bah ouais le titre est à 4 euros, eh bien nous on vise 5 ou 6 euros, et ça cet effet, cet avantage concurrentiel dont je vous parle, le fait de pouvoir parfois rentrer avant les analystes, avant les gérants, et bien ça vous l'aurez que sur les small caps. Et donc ce jour-là, donc on a eu un parcours assez incroyable donc regardez sur 5 mois, sur 6-7 mois, le titre a pris en moins de 4 mois, le titre a été multiplié par 28 et bien évidemment un cours multiplié par 28, ça vous le verrez jamais sur une société du CAC 40. Alors j'en ai fini sur ce petit point donc avec les avantages et les inconvénients de l'investissement sur les small caps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous retrouve, je referai une vidéo d'ici quelques semaines où là je vous parlerai plus des niveaux de valorisation des small caps par rapport aux large caps. Allez, je vous dis à bientôt.